Bonjour à tous. Donc merci beaucoup d'être là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Hélène Soubelet, je suis la directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir ici dans l'amphithéâtre de la DGFiP pour notre 10e journée annuelle. C'est un peu notre anniversaire des 10 ans des journées FRB où voilà, l'objectif, c'est de mettre ensemble en fait des enjeux de la société, des enjeux scientifiques et de faire circuler les savoirs. On parle d'intermédiation chez nous. Et donc là, en l'occurrence, on va parler aujourd'hui de deux rapports, des deux plus récents rapports qui ont été publiés par l'IBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout au long de la journée nos différents intervenants qui vont décrypter tout ça et puis essayer de vous faire passer les principaux messages scientifiques qui sont dans ces rapports, les messages politiques et la façon dont on peut aussi les décliner quand on est acteur public, acteur privé ou même société civile. Donc nous co-organisons la réunion avec l'OFB, donc je remercie. Donc ils interviendront tout à l'heure. Donc je les remercie parce que c'est un soutien fort. L'OFB est aussi un de nos membres fondateurs. Donc et on était content là de pouvoir décliner en fait tout le spectre des utilisations qu'on peut faire de ces rapports avec eux. Évidemment la DGFiP que je remercie aussi de nous avoir prêté gratuitement l'amphithéâtre. Alors, la journée, contrairement aux années précédentes, ne sera pas diffusée en live. Par contre, elle sera enregistrée. Donc, on aura possibilité de revoir toutes les interventions et ce qui s'est dit pendant cette journée sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous aurez, comme maintenant on a l'habitude depuis quelques années aux journées FRB, des petites surprises tout au long de la journée. Je vous laisse découvrir ça aussi au fil du programme. Et donc, sans plus attendre, puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard, je vais laisser la parole à Nathalie Bicard, qui est notre partenaire à la DGFiP et qui va donc dire quelques mots également. Je reviens vers vous tout à l'heure. Voilà, merci Madame Soubelet. Bon, je vous rassure, je ne serai pas très longue. Je suis très heureuse d'ouvrir cette journée annuelle de la Fondation pour la recherche de la biodiversité au sein de notre amphithéâtre de Saint-Sulpice. Moi, je suis donc déléguée de la directrice générale des finances publiques pour l'Île-de-France. Voilà, et les bureaux de la délégation sont dans les murs avec tout un tas d'autres services des finances publiques, comme vous avez pu voir. Nous avons un partenariat donc avec la FRB qui a été renouvelé en début d'année. C'est assez pratique parce que pour se voir, il n'y a que le Luxembourg à traverser. Donc voilà, ce qui par ailleurs n'est pas désagréable. Et voilà, donc c'est un partenariat qui a du sens pour les deux parties, puisque nous mettons gratuitement à disposition de la FRB nos locaux 2 fois par an. Notamment, évidemment, cette pièce maîtresse de l'auditorium, le foyer, à côté. Et si vous avez besoin aussi, notre FIP Lab, qui est aussi dans des pièces voisines. Voilà. Et en contrepartie, si j'ose dire, enfin voilà, dans le cadre d'un échange de bons procédés, la FRB nous organise 3 visioconférences pour nos personnels sur des thématiques qui intéressent l'environnement, qui intéressent directement la FRB et aussi le public des fonctionnaires des finances publiques. Donc c'est vrai qu'on se concerte un petit peu sur les thèmes. En fait, je me souviens, on va discuter un petit peu des thématiques possibles pour ces conférences. Donc 2 ont eu lieu déjà cette année. La première le 23 janvier par Monsieur votre président, qui nous a fait un retour sur la dernière COP biodiversité, voilà, dont vous allez parler aussi aujourd'hui, j'imagine. Et tout dernièrement, donc mi-juin, Madame Soubelet, qui nous a parlé de lutte contre la déforestation. Voilà, donc ça se fait en visio sur la pause déjeuner, pour faciliter en fait la participation des agents. Et on diffuse aussi au maximum l'information, donc on diffuse à toutes les directions franciliennes et en fait on passe même le lien à nos collègues des autres régions, parce que s'il y a des agents d'autres régions qui veulent aussi se connecter, ma foi, voilà, autant que l'Île-de-France rayonne aussi en dehors de ses frontières.
Donc, pour vous dire, la Direction générale des finances publiques, voilà, nous sommes actifs dans la transition environnementale. Nous avons un plan de transition national, des plans de transition départementaux qui comportent un panel d'actions qui ont été établis par nos directions sous l'inspiration voilà, d'un certain nombre de pistes qui sont validées au niveau central, comme par exemple des plans de déplacement employeurs, le verdissement du parc automobile, la réduction des déplacements aussi. On travaille aussi sur notre immobilier, avec les problématiques énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Il y a parfois des actions aussi en matière de biodiversité, des agents qui font des présentations aussi. Parfois, ils élèvent parfois des abeilles dans leur jardin, des choses comme ça. Enfin, on fait feu de tout bois, si j'ose dire, avec toutes les initiatives locales. Donc, on a des correspondants aussi, des correspondants dans chacune de nos directions. On a des directions dans tous les départements, outre-mer, voilà, et par l'administration centrale, voilà. Et puis, comme vous le savez aussi, on a participé au plan national de formation des hauts fonctionnaires. Voilà, donc le partenariat conclu avec la FRB s'inscrit dans ce cadre. Et voilà, donc je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite une excellente journée. Et je pense que le programme est très, très intéressant. Et je pense qu'effectivement, personnellement, je pourrais aussi vous donner des idées vers une transformation, vers la mobilisation des acteurs publics. Mais c'est un sujet qui me parle. Bien, écoutez, passez une très bonne journée. Alors, sans plus attendre, donc la journée va se dérouler en plusieurs temps. Un premier temps de conférence introductive. Ensuite, on va parler de Nexus, à la fois via des conférences table ronde. Ensuite, on parlera de changement transformateur, donc conférences scientifiques et table ronde. Et vous aurez évidemment le temps d'échanger avec les intervenants. Et je vais d'abord laisser la parole donc à Denis Couvet, qui va nous parler des opportunités scientifiques à se saisir de rapports comme ceux qui ont été publiés en décembre dernier. Denis. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux d'être parmi vous. Donc effectivement, pour ouvrir la journée, donc effectivement, on va parler de ce qui nous a paru important dans ce rapport, donc les enseignements qu'on peut essayer d'en tirer pour les parties prenantes, pour la société civile, donc de ces deux rapports qui nous semblent particulièrement importants, donc adoptés en décembre 2024, donc le rapport changement transformateur et le rapport Nexus. Alors, pour commencer très brièvement, pendant que des dernières personnes s'installent, donc le rapport changement transformateur, une des choses essentielles qui nous semble à retenir, c'est que, donc changement transformateur, nous vous rappelons, c'est donc ce concept qui était proposé en 2019 par l'IBES, disant que si on veut effectivement vraiment protéger la biodiversité et dépasser 3 décennies d'échecs, eh bien, il allait falloir changer de braquet ou d'ambition et donc envisager un changement radical aussi bien des systèmes technologiques, économiques et sociaux, et y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Voilà. Donc, comment on fait, c'est facile à dire. Comment on avance, aussi bien pour les parties prenantes d'ailleurs que pour les scientifiques aussi. Comment on conçoit, comment on formalise cette notion de changement transformateur. Donc là, une formalisation qui paraît intéressante de la part du rapport IBES, c'est d'expliciter qu'en fait, il y a 3 dimensions ou 3 entrées qui sont possibles des changements transformateurs. Il y a les visions, donc les façons de voir, de penser, de connaître, ce que l'on appelle souvent les narratifs. Mais le narratif, ça va plus loin que des visions, en fait. Les structures sociales, donc les manières de s'organiser, de réglementer, de gouverner, donc tout l'enjeu des institutions et des organisations, et notamment des systèmes économiques. Et puis les pratiques matérielles, notamment façon de faire, d'établir des relations matérielles avec la nature, les manières de pratiquer l'agriculture, les manières de produire de l'énergie. Voilà. Et là, on reconnaît au passage une des difficultés d'ailleurs qu'on a en tant que scientifique, c'est qu'on reconnaît la structuration qui existe des sciences, c'est-à-dire on a les sciences de la nature en bas, les sciences sociales avec les structures et plutôt les sciences humaines avec les visions.
Et l'université, dans sa grande sagesse, a mis des universités bien séparées de manière à pouvoir effectivement éviter qu'il puisse y avoir des interactions entre effectivement les questions de pratique, de structure et de vision. Donc on a besoin effectivement de dépasser ces 3 siècles, même plus, de séparation entre savoirs qui effectivement sont déconnectés et que l'on voit bien qu'on a des experts des structures, des experts des pratiques. Et le problème, comme l'explicite le rapport, c'est qu'en fait, les trois, donc c'est ce qu'on a souligné en bas, c'est-à-dire les 3 dimensions sont entrelacées, c'est-à-dire qu'elles s'influencent mutuellement. Des changements dans une dimension influencent les changements dans d'autres dimensions. Lorsque vous changez les pratiques agricoles, ça a des impacts sur les institutions, les organisations, les manières de penser l'agriculture, et réciproquement. Donc lorsque vous essayez de changer les visions, si jamais vous n'arrivez pas à changer les pratiques, si les pratiques sont bien inertes, ça va être compliqué de changer les visions. Voilà. Donc il faut changer dans les 3 dimensions. Donc il va falloir échanger et surtout articuler les changements de pratiques, de structure et de vision. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la conclusion majeure qui nous semble de ce rapport, qui est important dans les débats, notamment sur l'agriculture. On aura l'occasion d'y revenir. Alors sur le rapport Nexus, je vais être un peu plus long. Le rapport Nexus, c'est un rapport d'une extrême, on peut dire même d'une extrême richesse, en tout cas vu de la FRB. Donc le point de départ du rapport, ça c'était les éléments de cadrage d'il y a 3 ans, c'était que ces 5 thèmes environnementaux sont liés. Biodiversité, eau et climat d'un côté, alimentation et santé de l'autre. Et que la conclusion, alors les analyses et propositions, alors j'allais dire la conclusion, mais c'est une conclusion d'ouverture qui est un peu triviale, je pense, dans la salle, c'est que c'est important de traiter les 5 dimensions à la fois. C'est-à-dire que si vous ignorez les sujets biodiversité lorsque vous traitez l'énergie ou bien l'agriculture, et réciproquement, lorsque vous protégez la biodiversité sans vous préoccuper des questions d'alimentation, ça va être compliqué. Vous allez générer des tensions parfois inutiles. Donc il faut effectivement combiner, traiter les 5 enjeux à la fois. Et alors une conclusion ou une ouverture qui est déjà un peu moins triviale, c'est qu'il y a des compromis qui seront nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir maximiser donc, ce que recommande chacune des sphères. Par exemple, ce qui a été proposé en biodiversité de protéger 50% des espaces à l'échelle terrestre, la conclusion du rapport, des conclusions alors provisoires, j'y reviendrai, du rapport Nexus, c'est que ça contraindrait trop les choix en agriculture. Donc là, il faut effectivement se modérer et lorsqu'on crée des espaces protégés, tenir compte des autres enjeux environnementaux. Voilà. Mais il faut traiter les 5 objectifs à la fois. Alors pour prendre un thème d'actualité, évidemment que souveraineté alimentaire et état de la biodiversité sont liés, ne s'opposent pas. Il va bien falloir combiner ces 2 préoccupations à la fois. Voilà. Une des choses qui est extrêmement importante, et notamment, je m'adresse aux parties prenantes qui sont non universitaires, c'est que ce qu'a fait le rapport Nexus, c'est qu'elle a comparé comment vous avez 5 communautés universitaires ou épistémiques ou scientifiques qui traitent ces questions. Vous avez l'agronome d'un côté qui traite les 5 questions à la fois. Vous avez le GIEC, par exemple. Vous savez peut-être que le GIEC s'exprime sur les questions de biodiversité, d'agriculture. L'IBES, évidemment, s'exprime sur l'ensemble de ces questions. Ils ont comparé la manière dont ces différentes sphères scientifiques, universitaires, s'expriment, voient l'ensemble des questions environnementales. Et, comme vous vous en doutez, ne voit pas tout à fait, un climatologue ne voit pas les questions relation biodiversité-climat de la même manière qu'un spécialiste de la biodiversité. Voilà. Alors, il y a un concept qui n'est pas forcément trivial, mais qui est aussi extrêmement important dans ce rapport, qui est le concept d'option de réponse, ou réponse type. Alors, qu'est-ce qu'une réponse type ? Et donc ça, c'est le cœur, on peut dire, du rapport Nexus, c'est qu'ils ont analysé donc l'ensemble des réponses types que proposent en fait l'ensemble, les communautés, alors pas seulement d'ailleurs les communautés universitaires, mais l'ensemble des parties prenantes. Donc ces options de réponse, c'est la protection des espaces, la restauration de la nature, les énergies renouvelables, les régimes alimentaires sains, la comptabilité capitale naturelle. Et donc une réponse, ce qu'ils appellent une option de réponse, et donc, du coup, chacun peut s'en saisir de sa manière. C'est qu'une option de réponse, ça peut être une politique publique, ça peut être une stratégie collective d'entreprise, ça peut être des mesures d'intervention qui sont volontaires ou obligatoires. Vous voyez, donc il y a une grande diversité. Donc, à travers cette notion d'option de réponse, ils peuvent, comme cela, couvrir, les auteurs, un grand nombre de propositions qui ont été faites, qui existent actuellement, aussi bien dans la littérature scientifique, donc ils se sont concentrés de l'analyse dans la littérature scientifique, mais qui sont aussi présents dans les débats sociétaux et dans les controverses. Et à propos de controverses, j'attire votre attention sur le cadre mondial de la biodiversité, l'accord de Kunming-Montréal, la cible 10 explique que, en ce qui concerne la biodiversité, il y a 2 options possibles, qui sont soit l'agroécologie, soit l'intensification durable. Ça résulte d'une tension qui n'a pas été résolue à un moment de ce cadre mondial, avec l'Europe qui poussait d'un côté l'agroécologie,
d'autres continents qui poussaient l'intensification durable. Et donc, la présidence chinoise a tranché en considérant qu'il y avait 2 possibilités. Bien. Donc, dans ces options de réponse, une autre chose qui est importante dans ces options de réponse, c'est qu'ils proposent... Alors, vous voyez, par exemple, on voit bien que ça ne se déploie pas tout à fait de la même manière. Un régime alimentaire sain, on n'explore pas les questions environnementales de la même manière que l'agroécologie ou que l'énergie solaire. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de trouver des critères d'évaluation qui permettent de comparer les options de réponse. Et donc, ces critères, alors c'est l'échelle spatiale. Donc, par exemple, la restauration des mangroves, c'est une échelle spatiale qui va être relativement restreinte, contrairement à l'agroécologie, qui s'intéresse à de grandes échelles spatiales, échelles temporelles. Est-ce que les effets attendus sont immédiats, protection des espaces, ou bien à terme? Typiquement, la comptabilité capitale naturelle n'a pas des effets immédiats, mais va pas avoir des effets systémiques très importants, directs plus tard, lorsque le système financier, effectivement, s'aligne sur la comptabilité capitale naturelle. Les effets sur l'ensemble du nexus, ça c'est un peu trivial. Acceptabilité sociale. Acceptabilité sociale, par exemple, la réduction des pesticides, très grande acceptabilité sociale. Mais faible alignement priorité politique. Les priorités politiques, effectivement, ne sont pas dans la réduction des pesticides. Donc là, vous voyez au passage, les différents critères amènent à voir les points forts et les faiblesses des différentes options de réponse. Connaître ses points forts et ses faiblesses, notamment les faiblesses, ça permet d'améliorer les réponses. On reviendra sur ce point-là. Les implications économiques, évidemment, la faisabilité technique, l'équité, l'alignement au cadre international et le pouvoir transformateur. Et par exemple, en ce qui concerne le pouvoir transformateur, donc on revient à cette notion de changement transformateur, une des conclusions du rapport, c'est que les régimes alimentaires sains et durables sont peut-être la réponse qui est actuellement la plus transformatrice. Voilà. Alors, une chose aussi, tout est un peu important peut-être, mais enfin, dans ces options de réponse, c'est l'importance de les assembler. De les assembler, c'est-à-dire que, évidemment, que protection des espaces ou restauration de la nature, ce n'est pas contradictoire avec un régime alimentaire sain. Et on voit à l'inverse qu'il va être important d'essayer de voir comment les combiner. Donc le problème de la combinaison, de l'association entre ces différentes options de réponse est un enjeu assez fondamental, et notamment dans la mobilisation politique, lorsqu'on veut construire des alliances entre parties prenantes, eh bien, le fait d'associer différentes réponses, qu'on a vu par exemple entre l'agriculture biologique et les régimes alimentaires sains, est un gage de succès tout à fait évident. Donc, si on veut créer des associations entre ces options de réponse, ce qui est important, c'est de voir dans quelle catégorie elles se placent. Donc, ces catégories, c'est ce qu'a fait aussi le rapport. Donc, un des apports très importants de ce rapport, c'est qu'a posteriori, donc ils ont analysé comme cela, alors ils se sont fixés la discipline d'avoir 15 options de réponse par focale environnementale. Vous avez la focale biodiversité, eau, climat, avec 5 focales. Donc 15 options de réponse par focale, ça fait 5 x 15, à peu près 75 options de réponse. Et ces 75 options de réponse, ensuite, ils les ont reclassées a posteriori dans 9 catégories. Donc ces 9 catégories, c'est sans doute assez précieux pour avoir une vision un peu panoramique de ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'environnement et pas avoir parfois l'impression pénible d'entendre quelque chose qui est quasiment identique à ce qu'on a entendu dans une autre enceinte. De bien voir en fait comment les différentes propositions se placent les unes par rapport aux autres. Donc les 9 catégories qu'ils ont, c'est donc conserver. Alors, il y a d'abord les 3 catégories qui sont maintien et restauration de la nature, conservation des écosystèmes, restauration ou gestion des écosystèmes. Donc voilà, il y a différentes manières de voir effectivement la question du maintien et de la restauration de la nature, protection ou gestion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui est complémentaire si on prend en compte les 5 enjeux environnementaux. La réduction des pressions, directes et indirectes, donc à travers aussi bien la réduction de la pollution que la consommation durable. Donc, de manière, consommation durable, évidemment, c'est beaucoup plus indirect que la réduction de la pollution. C'est plus indirect, mais ça peut être plus efficace à terme, en tout cas, notamment à travers les régimes alimentaires sains. Et puis, la gouvernance. Donc, vous voyez, alors la gouvernance, c'est très riche, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la planification intégrée, d'autre part la gestion du risque. La gestion du risque, où notamment l'agriculture est très peu présente, ce qui interpelle. La garantie des droits et de l'équité, l'alignement des financements. L'alignement des financements aussi très important dans la mobilisation systémique. Voilà. Et donc, évidemment, par exemple, quand on réfléchit à la restauration de la nature, ça peut être intéressant de voir comment ça s'articule, ça s'associe avec les options de réponse qui se situent dans le domaine de la gouvernance. Et de la même manière, la réduction des pressions,
comment effectivement vous articulez cela avec des options de réponse en termes de gouvernance. Voilà. Donc pour terminer, donc il y a cette notion de partie prenante, de construction d'alliances, d'associations entre parties prenantes. Donc il est important aussi de reconnaître la diversité des parties prenantes. Et parfois il y a des ignorances ou des tensions entre les parties prenantes. Donc ça c'est une figure qui est extraite du rapport changement transformateur et qui insiste sur l'importance. Donc les 3 types de communautés. Donc vous avez d'une part donc la communauté publique, donc les gouvernements locaux, les organisations internationales telles que l'ONU, l'Union européenne et puis les gouvernements nationaux, évidemment, très importants. Vous avez le secteur privé, les associations donatrices, les institutions financières, et puis la société civile, donc très riche avec une très grande diversité dans cette société civile, dans la mobilisation des enjeux environnementaux. Et donc, un des enjeux, évidemment, c'est que ces différentes parties prenantes collaborent, créent des combinaisons qui soient synergiques entre elles. Voilà. Donc, modestement, la communauté scientifique s'est mise au milieu de ce réseau. Mais la communauté scientifique, évidemment, a des interactions, des apports à avoir avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, parlant au nom de la communauté scientifique, évidemment, nous sommes à l'écoute des demandes des différentes parties prenantes. Voilà. Et donc, pour terminer, en guise de résumé ou de synthèse, il y a 2 points clés qui nous semblent importants. Donc, évidemment, il faut réduire les pressions directes et indirectes pesant sur la nature. Ça suppose effectivement d'assembler différentes options de réponse. Donc cet assemblage entre protection de la nature, mode de consommation, réduction des pressions, c'est vraiment un enjeu fondamental d'arriver à créer les relations systémiques, combiner le court et le moyen terme, le local et le global, identifier les parties prenantes les plus à même de se saisir, d'engager les options de réponse. On voit bien que sur restauration de la nature et sur régime alimentaire sain et durable, ce n'est pas les mêmes parties prenantes. L'autre conclusion importante, l'autre point clé, c'est effectivement ne pas opposer les différentes questions environnementales. À nouveau, je reprends cet exemple, la souveraineté alimentaire et la biodiversité sont liées positivement de manière assez évidente. Et donc, il s'agit effectivement de dépasser les injonctions contradictoires. Merci pour votre attention. Vous aurez un temps de réponse, un temps de questions à la fin des 3 interventions. Et donc là, maintenant, je vais appeler Anne-Marie Gaudry, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc Anne, qui était secrétaire exécutive de l'IBES. Voilà, Anne, je te laisse la parole pour décrypter les opportunités politiques de ces 2 rapports. Alors, bonjour à tous, merci à Hélène, merci à Didier pour cette invitation ce matin. Et puis, c'est vraiment merci à l'AFRB également pour avoir accompagné l'IBES au cours de toutes ces années, d'avoir vraiment effectué un travail critique de déclinaison des messages clés de l'IBES, d'adaptation au contexte français de toutes les parties prenantes, à toutes les échelles, au niveau national, au niveau régional. Et puis, c'est un vrai plaisir pour moi que d'être ici aujourd'hui, en particulier de revoir la communauté FRB et puis certains des experts de l'IBES qui ont participé aux 2 évaluations dont on va parler aujourd'hui. Alors, quant à moi, j'ai préparé quelques diapos pour donner un peu plus d'éléments de contexte à ces 2 évaluations. Et puis, je vais me pencher sur les impacts que le travail de l'IBES a eu, impact passé et puis opportunité d'utilisation pour les 2 évaluations dont on va parler aujourd'hui. Donc, vous le savez tous, l'IBES a commencé il y a une douzaine d'années environ. C'est un mécanisme intergouvernemental, c'est très important, qui regroupe maintenant 150 pays. Je suis très contente. Le 150e est arrivé le jour de mon départ. C'était mon objectif. Donc, augmentation de 60% des membres par rapport au moment où on a commencé en 2012. Il reste donc une quarantaine de pays à aller chercher pour arriver à l'adhésion universelle et ce à quoi nous nous attachons. L'objectif est ici, je ne vais pas le relire, il s'agit de renforcer l'interface science-politique pour la biodiversité. Le secrétariat est assuré par l'UNEP, vous le savez, hébergé par l'Allemagne. J'ai quitté la tour que vous voyez ici il y a environ 2 mois maintenant. C'est elle qui, au 10e étage, accueille le secrétariat de l'IBES à Bonn, en Allemagne.
Je voulais commencer par rappeler très rapidement le cadre conceptuel parce que c'est vraiment un développement qui a été très important. C'est le premier produit qui a été approuvé par la plénière de l'IPES, IPES 2 en 2013. Donc, il s'agit d'un modèle simplifié des interactions entre humains et nature avec les 6 boîtes, les flèches que vous voyez ici. Et ça a vraiment donné un modèle, un objet commun pour avoir une conversation entre des parties, des personnes de tous les univers, pour vraiment arriver à avancer sur un socle commun ensemble. Un des grands avantages également du cadre conceptuel a été de favoriser une approche intégrée. Donc à l'IPES, dès le départ, on ne s'est pas contenté de parler de l'état et des tendances, mais on a immédiatement cherché à connaître les causes. On a également voulu connaître les conséquences et puis les actions à mener. Et c'est cette approche intégrée qui a vraiment structuré l'ensemble de tous les travaux de l'IPES, y compris bien sûr les évaluations. Et puis un autre aspect qui est aussi dans l'ADN de l'IPES, je dirais, c'est la coexistence de différents systèmes de connaissances. Je vais y revenir très rapidement. Et puis donc, depuis 2012, 13 évaluations ont été produites. 2019, Paris, IPES 7, première évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques avec le retentissement que vous connaissez. Puis les 2 évaluations 2024 qui sont les premières du nouveau programme de travail de l'IPES qui avait été approuvé à l'IPES 7 qui court jusqu'en 2030. Donc évaluation Nexus et évaluation du changement transformateur. Alors au niveau des impacts, beaucoup d'impact à la fois sur les messages clés, puis aussi certaines notions, certains concepts qui maintenant sont un peu devenus globaux, qui ont été apportés par l'IPES au cours des années. Alors évidemment, un impact tout à fait fondamental et emblématique, c'est le fait que les travaux de l'IPES, l'évaluation mondiale en particulier, a servi de base scientifique pour l'élaboration du cadre mondial de la biodiversité, Kunming-Montréal. D'ailleurs, la décision de la Convention sur la diversité biologique qui approuve ce cadre mondial commence par cette phrase ici qui dit que le cadre mondial a pour objet de donner suite au rapport de l'IPES qui témoigne amplement du fait que malgré les efforts, la biodiversité se détériore, etc. Puis elle cite ensuite certains des messages clés et des travaux de l'IPES. Et puis, on retrouve également les 5 pressions directes. Quand j'ai commencé il y a quelques années, il était difficile d'avoir une conversation globale sur la biodiversité parce qu'à chaque fois, on repartait à zéro en voulant parler des causes. Certains voulaient amener une cause en particulier, d'autres une autre cause. On pouvait passer à la Convention sur la diversité biologique des journées entières à débattre de cette question. Maintenant, grâce aux experts de l'IPES, on a 5 pressions directes. Elles ont été identifiées, elles sont classées par ordre d'importance. Donc, au lieu de repartir de zéro, on repart de ce socle commun et c'est vraiment fondamental pour le domaine de la biodiversité. Chacune a une cible dans le cadre mondial. Les pressions indirectes également ont été identifiées. J'ai cité quelques-unes des cibles du cadre mondial ici, puis tout le travail de l'IPES sur les valeurs multiples de la biodiversité. C'est également, ce sont des notions qui font leur chemin. On commence à comprendre maintenant dans de nombreux milieux que la biodiversité a différentes valeurs au-delà de la simple valeur instrumentale. Et puis la pluralité des connaissances, chère au cœur de l'IPES, qui a sa cible. Et puis aussi la nécessité de discuter de différentes visions vers un monde plus juste, plus durable, qui trouve également sa place dans une des sections du cadre mondial. Alors, le secrétariat de l'IPES a, au cours des années, établi une base de données avec certains impacts des travaux de l'IPES sur les politiques que je vous invite à consulter. Elle ne se veut pas du tout exhaustive, mais elle inclut, encore une fois, elle illustre comment les messages de l'IPES participent à l'élaboration de différents outils à différentes échelles. Donc, j'ai parlé du cadre mondial, bien sûr.
J'aime aussi toujours parler du Global Risk Report qui est diffusé à Davos chaque année au mois de janvier, qui pour la première fois, suite à l'apparition de l'évaluation mondiale, donc janvier 2020, a commencé à citer la perte de biodiversité comme représentant un des 5 risques pour les entreprises. Et puis chaque année au mois de janvier, j'ai regardé encore cette année, la biodiversité y était, Dieu merci. Et ça a vraiment permis une prise de conscience très importante et puis un foisonnement de nouvelles initiatives de la part du monde de l'entreprise, différents engagements, etc. J'ai ici sur cette diapositive suivante quelques exemples. Évidemment, je ne vais pas du tout m'y arrêter, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de la diversité des types d'impact que les travaux de l'IBES ont eu. Tous ces exemples sont des exemples qui citent de manière spécifique les messages ou le type de résultats de l'IBES qui ont inspiré une politique en particulier. Alors, pour en venir aux 2 évaluations qui nous préoccupent aujourd'hui, l'évaluation Nexus et l'évaluation des changements transformateurs. J'ai vu, Denis, que tu mettais le singulier. Il me semble qu'on met le pluriel, mais on va peut-être en parler. Dans la traduction officielle, c'est le pluriel. Donc, ce sont deux évaluations qui, comme toutes les évaluations de l'IBES, ont été demandées par les États, évidemment approuvées par la plénière en se basant sur différents types de requêtes et en particulier pour ces 2-là, une décision de la COP 14 de la Convention sur la diversité biologique. Donc, c'est vraiment un mandat très, très important puisque cela représente une demande de pratiquement tous les pays du monde sauf un. Donc, chaque évaluation a été réalisée selon les principes et les règles rigoureuses de l'IBES. C'est ce qui fait leur force. Tout d'abord, conformément à un rapport de cadrage, les États approuvent en particulier les différents chapitres, la structure, et puis aussi les grandes questions auxquelles l'évaluation va devoir répondre. Les évaluations ont été réalisées par un groupe d'experts qui est lui-même sélectionné tout d'abord en se basant sur les CV, donc l'excellence des candidats, et puis évidemment aussi en respectant des équilibres qui sont fondamentaux pour la légitimité du rapport, équilibre géographique, équilibre de genre, et puis équilibre disciplinaire. C'est toujours très, très compliqué. La sélection pour la 2e évaluation mondiale a commencé, donc c'est des choses qui sont vraiment la quadrature du cercle, vraiment très, très compliquées. Et puis, les évaluations ont été produites sur une période de 3 ans avec des cycles très importants de revues externes par les pairs pour accroître la qualité scientifique et puis aussi par les gouvernements pour accroître la pertinence politique, pour vraiment s'assurer que les experts répondent aux questions qui ont été posées pour accroître le potentiel d'utilisation des messages clés. Et puis, bien sûr, c'est toujours un grand nombre de sources de connaissances qui sont évaluées, donc connaissances scientifiques et puis aussi connaissances d'autres savoirs. Alors, pour l'évaluation sur le changement transformateur, Denis l'a signalé, c'est une évaluation qui répondait à une des grandes questions ou conclusions de la première évaluation mondiale, qui était qu'en fait, il est encore possible, d'atteindre d'ici 2030 les objectifs du développement durable, mais en déployant de toute urgence des changements transformateurs. Et donc, les États ont demandé à l'IBES de plancher sur cette question, et en particulier d'élucider ce que sont les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité. Nous connaissions les facteurs de pression directs, les facteurs de pression indirects, et maintenant nous allons à la base, aux racines de ces questions. Qu'est-ce qui informe nos valeurs, nos comportements, et qui font que nous construisons des institutions, une gouvernance qui continue à détruire la nature, à détruire la biodiversité. Alors, dans cette évaluation, on parle de rupture entre êtres humains et nature, on parle de concentration de pouvoir, on parle de priorités données au court terme, donc on parle de beaucoup de sujets qui fâchent en quelque sorte et qu'il va bien falloir réussir à aborder ensemble pour trouver des solutions.
Et puis, on va parler de stratégies. Je les ai notées ici, je ne vais pas les évoquer. Elles vont être expliquées un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, de grands principes que j'ai notés ici également. Ce qui est important dans cette évaluation, c'est que les auteurs ont également voulu donner un aspect concret à toutes ces stratégies et ces grands principes qui peuvent parfois sembler un peu intimidants et difficiles à mettre en œuvre. Et donc, on dispose d'une base de données d'études de cas, environ 400, qui, de par le monde, donnent des exemples à différentes échelles de situations avec un potentiel transformateur. Donc, on va trouver des projets de cogestion entre pêcheurs, États et associations dans différentes régions du monde, y compris en France, en Suède, en Espagne, par exemple. Des cogestions aussi d'aires protégées, de réserves, de biodiversité. Le résumé à l'attention des décideurs parle également de la politique agricole commune de l'Europe, qui a un potentiel transformateur. On en parlera peut-être aujourd'hui, j'insiste sur le terme potentiel transformateur. Et puis, la deuxième évaluation, donc l'évaluation sur le Nexus, Denis en a parlé longuement, donc c'est une évaluation qui part du principe que les crises mondiales sont interconnectées et abordées séparément. Elle se base également sur une des grandes conclusions de la première évaluation mondiale qui avait conclu que les transformations en faveur de la durabilité nécessitent une approche intersectorielle. Et donc l'évaluation, comme l'a décrit Denis, va regarder tout d'abord quels sont les risques de continuer ces approches en silo, avec beaucoup de travail sur les scénarios. Que risque-t-on si on continue à se focaliser uniquement sur le climat en ignorant les impacts sur notre santé, sur la biodiversité, sur la sécurité alimentaire, par exemple. L'évaluation parle beaucoup des questions d'inégalité entre groupes, entre régions, dues à cette approche. Et puis, donc, on se penche sur les response options qui sont traduites par intervention. J'ai regardé la traduction française avant de venir. Voilà. Donc, on a plus de 70 interventions dont Denis a parlé à tous les niveaux. Et donc là, ces interventions sont très, très concrètes. On va parler d'interventions qui donc essaient de, vous l'avez compris, d'essayer de, si je puis dire, de gagner sur les 5 tableaux. Et on distingue certaines interventions qui sont vraiment phares, et en particulier, je pense qu'on va en reparler, la mise en œuvre, encore elle, de l'agroécologie, la réduction, des pesticides, la pollution par les pesticides, par les nutriments. Donc, c'est évidemment toujours la même chose, mais cette fois-ci, on ne dit pas que c'est important pour la biodiversité seulement, si je puis dire, mais également pour l'eau, pour l'alimentation, pour la santé et pour le changement climatique. D'autre part, la restauration de la santé des sols, c'est vraiment une approche Nexus également qui bénéficie aux 5 éléments du Nexus. La transformation des systèmes alimentaires liés à l'agroécologie et puis l'arrêt de la conversion des écosystèmes intacts. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-ci, je pense, sont vraiment des pistes intéressantes pour pouvoir mettre en œuvre le Nexus. Et puis, c'est ma dernière diapo ici, et Denis en a parlé aussi. Les 2 rapports insistent vraiment sur la nécessité de développer des approches participatives. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bateau, on en parle tout le temps. Oui, voilà, il faut mettre des gens ensemble qui ont différents horizons. Oui, sauf qu'on ne le fait pas, en fait. Il y a beaucoup de décisions qui continuent à venir d'en haut, qui ne prennent pas compte, qui ne tiennent pas compte des opinions de ceux qui sont affectés par les décisions, et ce qui mène à des conflits, et puis à un manque de durabilité au niveau des solutions qui sont trouvées. Donc ici, on parle vraiment de formuler des problèmes de manière beaucoup plus intégrative, beaucoup plus holistique et interdisciplinaire. On parle d'impliquer un large éventail d'acteurs, peut-être en s'aidant de professionnels, ce qui crée une légitimité, ce qui augmente l'égalité des résultats, l'équité des résultats, réduit les conflits, j'en ai parlé. Il va falloir commencer ou augmenter le fait de placer les questions d'équité et les questions de justice au premier plan. Il faut concevoir des processus qui sont fondés sur la science. Il va falloir aussi utiliser davantage les connaissances scientifiques. Elles existent. Et puis toujours s'adapter
et puis tirer des enseignements pour pouvoir apprendre et puis passer à des échelles supérieures. Donc, on le sait, mais voilà, ça n'est pas suffisamment appliqué, donc il faut le faire mieux et davantage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anne. Et pour terminer ce triptyque de séance introductive, voilà, j'appelle Pierre-Édouard Guillain, qui est donc directeur général délégué police, connaissance, expertise à l'OFB. Merci Hélène, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis honoré de représenter l'OFB au cours de ces journées de la FRB. Très heureux aussi d'y être parce que, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans, je les ai vécus au début. C'est un bel anniversaire que vous fêtez là. Et puis, je salue du coup Denis et Hélène qui ont su trouver toute l'énergie pour faire perpétuer ces journées FRB qui sont des moments importants. Et on est très content côté Office français de la biodiversité d'avoir rejoint la FRB il y a quelques années et puis d'y trouver notre place et d'y trouver notre intérêt et toute notre satisfaction à participer, y compris dans ces moments que sont ces journées. Alors, on a parlé d'opportunités. Vous m'avez proposé de parler d'opportunités opérationnelles. Alors, c'est vrai qu'on est un établissement public, nous, l'OFB, on essaie de faire des choses sur le terrain et puis de le faire pour tout un ensemble d'acteurs et donc des opportunités opérationnelles. D'abord, je me suis demandé pour qui. Pour des acteurs publics, évidemment, à tout niveau, niveau national, mais aussi niveau international. La France est très active et puis c'est pas pour rien qu'Anne-Larie Gaudry a été à la tête de l'IBES aussi parce qu'il y avait un mouvement français qui s'était incarné dans cette création de l'IBES à l'époque. Pour toutes les parties prenantes que vous représentez au sein des instances, notamment de la FRB, de ce conseil d'orientation, ce conseil des parties prenantes, et puis de manière générale, tous ceux qui ont une partie liée à la biodiversité, et puis évidemment pour les citoyens, et c'est certainement en allant jusqu'aux citoyens qu'on arrive à faire remonter sur ces différents opérateurs que sont leurs représentations, leurs élus, et puis même leur vie professionnelle. Quand on est un acteur public, évidemment on arrive à se saisir des rapports IBES, c'est assez simple parce qu'on est impliqué dedans. Ça a une première satisfaction, c'est que ça conforte un certain nombre de choix qu'on a pu faire. Ça rappelle aussi qu'il faut continuer. Et puis, ça remet aussi en cause un certain nombre de sujets, de la façon dont on l'aborde, sur nos argumentaires, je vais y revenir, et puis sur les méthodes. Alors, évidemment, un rapport scientifique comme celui que produit l'IBES, et encore plus quand il y en a deux, ça ne change pas grand-chose en tant que tel, mais ça ne suffit pas à convaincre un certain nombre de gens qu'il faut passer à l'action, trouver des solutions ou des interventions, vous trouverez le bon terme qui va bien, mais c'est quand même des éléments qui sont extrêmement importants parce que Anne-Larie Gaudry l'a très bien rappelé, l'IBES, et on s'était un peu inquiété de savoir le temps que ça allait prendre quand on voyait le temps qu'avait mis le GIEC à s'installer dans le paysage, mais l'IBES a réussi rapidement à trouver sa place, à ce que ces rapports, dans la diapositive qui a montré, soient impactants, puissent être repris. Et notamment, comme une bonne série, finalement, Anne l'a rappelé, on a clôturé un sujet, les causes, on est passé ensuite sur l'identification des liens de dépendance, on est passé sur des questions avec le rapport pollinisateurs, par exemple, on est passé ensuite à un sujet sur les valeurs de la biodiversité. Bref, on a réussi à feuilletonner quelque chose sur la biodiversité de manière à emmener aussi une communauté sur des questions d'action, de solutions, et c'est ce rapport un peu qui vient, entre guillemets, être le dernier épisode de la série avant la saison 2, puisqu'on va faire l'évaluation numéro 2, et quelque part nous donner cette satisfaction d'arriver à ce qui a été présenté tout à l'heure, des scénarios, des solutions, des interventions, bref, des clés pour agir. Et c'est effectivement maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour rentrer dans cette phase d'action. Oui. Alors, évidemment, ça dit des choses, Denis a dit c'était des choses qui étaient triviales dans la salle sur le fait que, par exemple, on ne pouvait pas opposer la question de la décarbonation et la question de la biodiversité. Effectivement, c'est un sujet qu'on répète, nous, depuis très longtemps. On ne fera pas l'un sans l'autre. On ne résoudra pas la crise climatique sans résoudre la crise de la biodiversité. On ne fera pas l'un contre l'autre. On ne fera pas l'un puis l'autre. On fera l'un avec l'autre et en même temps.
Pour autant, il faut être réaliste, ces sujets-là n'ont pas encore percolé dans notre société. On voit trop souvent encore dans nos discussions, dans les discussions politiques, aller suivre les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, des oppositions entre des politiques climatiques et des politiques biodiversité dont nous n'avons pas le luxe malheureusement de faire le débat. Mais ça veut dire qu'il faut certainement trouver, et c'est l'intérêt justement des solutions et des interventions qui sont proposées, des moyens de dépasser ce clivage. Anne le disait notamment autour des questions de participation, mais pas que, c'est aussi des questions d'illustration, c'est des questions aussi de perception, comme ça a été dit au départ. Et puis de la même façon, une question qui peut paraître triviale, mais qui, je le redis, n'est pas triviale malheureusement quand on y est confronté, c'est que souvent, des secteurs peuvent dire qu'ils ne sont pas en dépendance avec la biodiversité. Trop souvent, nous avons encore, et nous le vivons quotidiennement sur le terrain, on l'a vécu aussi quand nous avons eu un certain nombre de crises que nous avons pu traverser dans notre établissement, qu'on remettait en cause un certain nombre d'actions ou de discours que nous disions. Nous avons encore trop de secteurs qui, à un moment, se disent qu'ils ne sont pas dépendants de la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur notre façon de porter l'argumentaire, d'en discuter, etc. On ne résoudra pas la case du moteur de l'évolution sans s'intéresser à toutes les autres causes. Et c'est ce message-là sur la capacité d'évolution qu'il faut qu'on arrive à transmettre et à incarner dans un certain nombre d'exemples sur ces enjeux-là. Le rapport donne donc du poids à cette approche un peu d'argumentaire, de cause. Il ne faut pas oublier qu'on a essayé déjà plein de choses. Vous savez, on parlait de nature pendant longtemps. Après, on est passé à des choses plus utilitaristes avec les services écosystémiques. Puis on voit bien qu'on n'a pas réussi finalement encore à porter ces argumentaires de manière complexe. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il justement, il nous dit bien que voilà, il faut utiliser tout ça, qu'il y a des intérêts dans toutes ces approches différentes, mais qu'il faut réussir à les articuler et certainement à travailler sur des récits. Nous, on a choisi aussi cette thématique-là au sein de l'Office français de la biodiversité, cette thématique cette approche par les récits. Évidemment, ça fait un peu marketing, on va raconter des belles histoires, on va raconter des choses, mais en fait, ce qu'il faut retenir pour moi dans le mot récit, c'est que quand vous avez quelque chose qui est bien construit, un bon récit, c'est quelque chose qui va vous embarquer, c'est quelque chose, vous allez vous identifier au héros du récit, et donc c'est ça qu'on cherche à faire avec ces récits. C'est pas vendre des choses qui sont fausses, évidemment, parce qu'on va s'appuyer sur la science, c'est pas raconter des choses parce qu'on considère qu'elles sont sympathiques et qu'elles font plaisir, parce qu'on est obligé aussi quelquefois de raconter des choses qui sont un peu difficiles parce que voilà, la facilité, qu'on a toujours fait, et tout ça nécessite souvent d'être mis en cause. Mais par contre, on a besoin d'en raconter les différents éléments, de le mettre en scène au début, de raconter un peu les éléments qui font le nœud de l'histoire, et puis d'aboutir quand même, on l'espère, à une fin heureuse, comme on l'espère dans tous les récits qui vont nous captiver. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce qui est produit par l'IBES et notamment, vous verrez, on a une campagne de communication, on en avait fait une l'année dernière sur les liens et les réseaux de la biodiversité. On va en refaire une bientôt sur vos écrans cette année, et là aussi on va interroger un certain nombre de choses qu'on peut imaginer évidentes mais qui ne le sont pas ou qui vont faire réfléchir. Et notre objectif dans cette campagne de communication, c'est pas de vendre l'Office français de la biodiversité, évidemment, puisqu'il n'est pas à vendre, mais bien de faire réagir les gens sur cette question de la biodiversité et de la façon dont on peut être interpellé et de rentrer dans ce questionnement sur lequel on invite chacun à réfléchir. Le rapport sur les changements transformateurs, il est assez clair sur essayer de voir des changements, pensée, savoir, perception. Je vous renvoie à la diapositive qu'a présentée tout à l'heure Denis, et notamment à revisiter la relation entre les humains et les vivants, autres qu'humains. Alors nous, on a pris un sujet, on a appelé ça les humains et les non-humains. L'expression n'est pas très heureuse, je trouve que c'est toujours un peu séparé des hommes, mais finalement, notre société s'est un peu construite comme ça. Il faut qu'on arrive à retisser les liens. Et cette question de la représentation, elle est importante. J'avais été frappé, si vous pourrez regarder les replays des journées FRB, il y en a une où il y avait été évoqué un des exemples qui était sur la représentation de la nature dans les films de Disney. Exemple extrêmement intéressant, parce qu'on voyait que la représentation de la nature avait complètement disparu. Reprenez Blanche-Neige et tout son cortège d'oiseaux qui chantent avec elle, et puis regardez les derniers Disney, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup moins de nature, etc.
ça nous rappelle effectivement qu'on a besoin de changer ses perceptions, qu'on a besoin de redonner des choses, d'avoir des systèmes un peu différents de représentation de la nature. Il faut se le reconnaître, et nous on le vit beaucoup, et je pense que vous le vivez aussi dans vos structures, des fois, les questions de biodiversité sont caricaturées. Et je trouve intéressant notamment, quand Denis prenait l'exemple des aires protégées, effectivement, on a toujours l'impression qu'on voudrait tout protéger, tout mettre sous cloche, effectivement, voilà, parce que c'est une solution, c'est la solution simple quelque part. Il y a des pressions, je mets tout sous cloche, comme ça j'ai plus de pression. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans le rapport Nexus, comme l'a très bien dit Denis dans son introduction, c'est qu'on propose autre chose. On dit bien qu'effectivement, c'est des compromis qu'il faut construire, c'est des choses différentes, et donc on aura besoin à un moment de ne pas être que sur des caricatures de politique, parce que justement, si on veut réussir, il faudra reprendre d'autres sujets et les croiser et aboutir à des solutions de compromis qui soient profitables à l'ensemble des politiques qu'on peut poursuivre. Quand on parle aussi de perception, c'est aussi pour ça qu'on a été aussi à l'OFB avec d'autres acteurs. On fait pas mal d'échanges avec un certain nombre de journalistes, de presse, etc. Et puis aussi avec le monde de la culture. Il y avait eu des projets, je me souviens, dans la stratégie nationale biodiversité sur le lien avec la culture. On les a mis en œuvre, nous, récemment, avec le Centre Pompidou. Alors, c'est pas pour ça qu'il a fermé récemment, je vous rassure. On n'est pas responsable de sa fermeture, mais on avait eu une année assez riche sur la mobilisation des acteurs de la culture pour justement changer ces questions de perception et de représentation, et notamment de travailler sur ce lien entre humain et non humain. Je vous invite à aller regarder ce qu'on a prévu et nos réflexions, et éventuellement de vous y associer sur cette thématique de humain-non humain, puisqu'on essaye de faire des publications et des événements qui vont essayer de jouer sur les leviers de l'éducation, de l'imaginaire, des récits, je l'ai dit, et puis de travailler sur tout ce qui va aussi mobiliser d'autres sphères qu'on a moins l'habitude, la santé, même si on a beaucoup travaillé avec One Health, et Dieu sait si Hélène est très impliquée dans ce sujet, mais aussi la cohésion sociale, la justice sociale, des sujets qui doivent faire réagir nos décideurs, parce que c'est des sujets aussi sur lesquels notre société attend des réponses. Alors, ça c'est ce que je disais pour l'OFB. Évidemment, nous constatons que ces sujets percolent, notamment si vous êtes des fins connaisseurs des politiques publiques, vous avez peut-être vu ce qu'on appelle une rosace du secrétaire général à la planification écologique, qui est la traduction, pour une fois, en dehors du ministère de l'Environnement, de l'intégration de toutes ces politiques, de tous ces éléments, de ce nexus, comme on dit dans les journées FRB, avec ce mot de nexus, et donc ça forme un cadre cohérent. L'avantage, c'est que le SGPE, il a diffusé, il a théorisé ces sujets, il les a fait décliner dans les COP territoriales, donc on peut espérer qu'effectivement, ce sujet un peu de croisement des éléments, de notion de levier d'intervention, c'est le terme qui avait été retenu par les COP territoriales, va pouvoir permettre de transformer les choses. Évidemment, tout ça est à l'épreuve des faits, c'est la pleine actualité, cette déclinaison territoriale. Et évidemment, ça veut dire aussi qu'on doit tous s'interroger sur la façon dont on porte nos politiques de biodiversité, notre action sur la biodiversité. Nous, on le fait par exemple en se rapprochant beaucoup de l'ADEME, alors non pas pour fusionner, je ne fais pas une annonce de fusion des structures, je laisse ça à d'autres évidemment, mais c'est évidemment l'idée de travailler sur comment ça interroge notre politique dans d'autres éléments. Et donc, on fait des choses communes où on apporte chacun notre élément. C'est un peu ce que disait Anne sur la façon de participer. C'est l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité. Voilà, comme je disais qu'on avait encore des débats sur le sujet, on cherche à outiller et à montrer qu'on peut faire les deux, que c'est pas simple, que c'est pas évident, mais qu'on n'a pas le choix, qu'il faut faire les deux et qu'il y a quand même des solutions. Et puis, c'est la même chose, je le redis aussi, sur l'aspect santé-environnement, qui est pour nous un des grands axes sur lequel on peut réussir certainement à dépasser ce qu'on n'a pas réussi à faire sur l'eau, notamment puisqu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de l'eau, sur se dire que il fallait de l'eau qui ne soit pas polluée, mais on n'a pas su faire le tour et raconter des choses sur comment on pouvait se concentrer sur l'eau en termes de santé, et avoir cette réflexion sur la santé. On voit bien que ça paraissait évident, mais finalement, quand on regarde nos politiques, on n'a pas su le mettre en œuvre, et c'est un des éléments qu'on travaille beaucoup.
tous ces sujets, effectivement, ne peuvent se dérouler que s'il y a une action dans les territoires. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent, nous, dans les territoires, que vos structures aussi peuvent l'être dans les territoires et qu'on a besoin d'avoir des exemples et de pouvoir s'inspirer. Et c'est pour ça qu'on a fait une brochure à la suite de la publication des rapports IBES sur lequel on essaye de vulgariser, entre guillemets, un certain nombre d'exemples qui sont donnés. Alors vous avez tout ce qu'il vous faut, ça fait une mine riche, ça peut vous emmener de la Guadeloupe, dans le Rhône, dans le Bas-Rhin, à Rennes ou à Blois. Vous avez des tas d'exemples hyper parlants qui arrivent à mettre des politiques communes. Comment j'ai réussi à faire de la sobriété foncière et du développement économique, comment j'ai réussi à faire de la transformation agricole avec d'autres enjeux de protection de la biodiversité, comment je peux faire des plans de captage et pour autant nourrir ma population dignement. C'est tous ces sujets-là, vous en trouverez ces exemples-là et qui permettent à un moment de se dire que ce qui est faisable à un endroit peut l'être ailleurs, évidemment. Et c'est aussi l'objet de ces journées de la FRB, de vous donner ce regard et cette capacité à retourner dans vos structures, dans vos institutions, pour porter cette action sur les solutions, les interventions et agir. Vous saurez que vous trouvez toujours des ressources à la FRB et puis aussi à l'OFB, évidemment. C'est une très bonne journée. Alors, je vais rappeler donc Denis et Anne pour une petite série de questions. Alors, on a un peu pris de retard. L'inconvénient quand on prend du retard, c'est que du coup, on est en permanence en retard. Donc, on va prendre peut-être 3 ou 4 questions. Et donc, n'hésitez pas, on est tous là. Hein, vous êtes captifs dans la salle, il n'y a personne en ligne, on est entre nous, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Jean-David Abel, je suis France Nature Environnement, je suis administrateur de l'OFB. J'ai une question parce que ça fait, donc évidemment Nexus est un élément totalement majeur, atypique, qu'on pouvait tous espérer depuis des années, des décennies, dans l'approche systémique, dans la complexité, dans la partie rapport politique pour les décideurs en général. Ma question c'est que ce genre de choses-là, on le fait aussi beaucoup, ces journées, ces séminaires, etc. Et est-ce qu'à un moment, il ne serait pas nécessaire que chacun à notre place, tous, experts, scientifiques, société civile, il peut y avoir des gens de collectivités, etc., des représentants de collectivités, on prenne en main, bon, l'outil que vient de décrire Pierre-Édouard est important, mais il y en aurait d'autres, je pense des synthèses plus communicantes, pour aller voir tous, systématiquement, des élus, des parlementaires, des présidents d'agglos, de métropoles, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, on développe tout ce qu'on fait ici de manière magnifique, expert, de plus en plus pointue, et pendant ce temps, le rouleau compresseur politique, économique surtout, et du court terme, continue. Donc, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une je ne sais pas comment appeler ça, une coordination, un mouvement, en tout cas, coordonné d'acteurs très divers qui, chacun à sa place, au niveau national comme dans les territoires, puissent faire ça, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est fait est bien exprimé, enfin bien exprimé, bien décrit, coule comme sur un canard, quoi, n'arrive absolument pas. On approche les 3, les 4, les 5 premiers % de l'action politique, même dans les territoires. Je ne parle pas du national, mais absolument rien d'autre. Donc, est-ce qu'il ne faut pas changer, enfin pas changer, mais compléter la très bonne méthode Nexus de une autre manière de s'adresser aux responsables politiques? Non, Mike.
Merci pour ta question, Jean-David. C'est toujours la question de la démultiplication et de la conviction. Effectivement, il y a quand même des choses nouvelles dans le rapport Nexus qui nous ont fait réfléchir. Enfin, c'est ce que je disais sur la façon dont on construit l'argumentaire, la façon dont on doit travailler. Il y a des choses qui se sont faites. Je citais les COP territoriales. Je ne suis pas sûr qu'on soit... c'était l'outil parfait, que ça soit bien passé partout, qu'on ait réussi avec les COP territoriales. Tu m'entends? Non? Il faut que je parle plus fort, c'est ça? Je m'entends bien, moi, mais si vous ne m'entendez pas, c'est moins intéressant. Moi, je vois quand même des transformations. Tu vois, sur les COP territoriales, le fait qu'on ait pu mettre le sujet de la biodiversité, ça a permis de faire réagir un certain nombre d'élus. Je vois aussi que là, la consultation du public est en cours sur restauration de la nature. Ça fait réagir beaucoup de gens aussi sur cette question. Donc, on a des opportunités. Et je pense que ce que tu dis, c'est aussi le fait d'arriver à s'inscrire dans ces opportunités. Au moment où on a des choses à construire qui sont très structurantes, je pense typiquement à la mise en œuvre du plan national de restauration. Voilà, il faut qu'on arrive collectivement, et tu le dis très bien, dans la diversité que vous représentez tous dans la salle, et je m'y inclus, à ce que nous puissions porter ce sujet et se saisir de ce rapport dans ce type d'opportunité au moment où on met sur la table le plan national de restauration. Évidemment, c'est toujours compliqué de parler de ces sujets-là parce que c'est toujours ceux qui s'inscrivent dans un agenda particulier. On a fait un colloque vendredi dernier au Sénat sur un thème de police, mais on avait interrogé les Français dans un sondage. La question environnementale, elle est toujours bien présente dans l'état des Français. Elle n'a pas été effacée par d'autres sujets. Alors évidemment, il y a des questions, la hiérarchie peut évoluer effectivement, mais pour autant, quand on demande si les questions environnementales sont importantes aux Français, ils répondent toujours oui. Ils disent pas non, finalement, j'ai considéré que c'était, maintenant que j'ai bien tout compris, qu'on m'a tout expliqué, j'ai bien compris que c'était pas important. Non, ils disent bien c'est important. Et ça les interroge d'ailleurs sur leur comportement. Donc, on a, je pense, toujours cette fenêtre de tir pour aller les voir. Comme tu le dis, à nous en saisir. Il faut trouver les opportunités. Alors, il se trouve qu'il y a des élections municipales l'année prochaine, par exemple. C'est aussi ce sujet-là qui peut être saisi pour porter ces questions-là et se demander si un certain nombre d'opportunités politiques ne vont pas se créer parce que, justement... les questions, on voit bien où on aborde en silo la construction de tel élément ou le développement économique de tel autre, ça ne va pas marcher et que de plus en plus, on a des affrontements parce que quand on installe telle ou telle activité, ça n'est pas possible, c'est questionné et que la seule solution, c'est cette approche intégratrice qui est proposée dans Nexus. Oui, moi je peux ajouter quelques mots. Je ne peux qu'être d'accord avec la question, la question évidemment qu'il faut davantage d'agents de transformation, on peut les appeler comme ça. C'est effectivement aussi un des buts des évaluations telles que celles dont on discute aujourd'hui, que d'informer un vaste public, pas seulement les communautés, les États, etc., mais également les citoyens. Bon, c'est vrai que ça marche, comme le dit Pierre-Édouard, mais voilà, pas suffisamment. Donc, il faut arriver à faire davantage, à effectivement fédérer et tout ça. Bon, ça, après, c'est aux citoyens de se saisir de ces questions et puis de s'organiser pour arriver à porter davantage ces questions. Et puis aussi, c'est aux électeurs de faire de ces questions vraiment des questions fondamentales de décision et de choix de vote, ce qui n'est souvent pas encore suffisamment le cas. Oui, on voit ces questions, mais souvent c'est en 3e ou 4e plan et pas en premier plan comme ça devrait l'être. Très rapidement, effectivement, les concepts changement transformateur et Nexus sont là pour créer des fédérations. C'est à ça, c'est aussi les sciences. C'est effectivement des notions qui permettent d'aider la société à s'organiser. Et après, ce qu'on peut dire aussi peut-être de manière optimiste, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant, la question environnementale était considérée comme une question politique accessoire. C'est-à-dire qu'on la traitait indépendamment, que finalement, la question économique et politique était indépendante des questions environnementales. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'aperçoit que la question environnementale, elle remet en cause l'ensemble des autres questions. Donc du coup, on peut dire aussi que la pente à gravir, elle devient beaucoup plus raide, parce qu'effectivement, la question environnementale doit intégrer, y compris les enjeux géopolitiques. Alors, on va prendre 2 autres questions. Donc, il y a le micro ici. Il y avait une question... Non, alors, il y a plus de questions devant. Voilà, les 2 questions. Et puis ensuite, on laissera nos intervenants répondre. Merci. Bonjour, Sylvain Boucherin. Merci pour cette présentation très claire. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin sur votre réponse. Et je me demande qu'est-ce qui manque quand même réellement pour que les décideurs politiques et économiques comprennent tout ce que vous avez évoqué et s'approprient les approches. Est-ce que la sensibilisation que vous évoquez, c'est pas un petit peu naïf quand on voit, Denis, tu parlais qu'il faut faire des compromis
On voit que les débats parlementaires, tout est binaire. Soit on est pour l'environnement et contre la compétitivité, si on est pour le pouvoir d'achat, on est contre la biodiversité. On voit bien qu'on n'a pas cet espace de compromis aujourd'hui. Je ne vois pas comment ça pourrait être le cas dans les élections à venir. Anne évoquait aussi la nécessité de mettre les gens autour de la table pour dialoguer, ce à quoi je crois profondément. Mais quand même, aujourd'hui, les défenseurs de l'environnement, ils se font arrêter. Les ONG environnementales et scientifiques se font dénigrer. Donc, comment on rentre? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette question transversale, cette question de compromis soit vraiment prise en compte par les politiques et l'ensemble des politiques? Merci. Bonjour, je m'appelle Audrey Boelli, je suis présidente d'une toute nouvelle association qui veut justement porter cette vision systémique, donc qui s'appelle Common Limits, qui n'a pas encore annoncé d'ailleurs sa naissance. Mais en tout cas, évidemment, il y a une conjonction avec le rapport Nexus et cette nécessité de porter haut cette vision systémique auprès à la fois des citoyens, mais aussi des politiques, et de faire vraiment du plaidoyer. Et la question que je voulais poser, c'était celle de comment en fait, la société civile peut mieux travailler en fait, avec les scientifiques sur ces questions-là. Parce qu'en fait, on est souvent renvoyé à de l'idéologie. En fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les associations environnementales, en fait, elles sont écartées, elles sont stigmatisées et elles ne sont pas écoutées parce que, en fait, alors qu'on porte justement la parole scientifique, c'est comment on fait pour mieux la porter ensemble et et on a besoin aussi, du coup, de potentiellement plus d'engagement des scientifiques, c'est-à-dire on parle que finalement les plus de scientifiques entrent dans cette sphère de la société civile pour porter ces messages-là et pour qu'on crée des synergies ensemble, parce qu'en fait on ne va pas y arriver si on est tous justement en silo. La société civile d'un côté, c'est ce que disait Denis Couvet tout à l'heure, mais comment on fait pour justement mieux travailler ensemble? Et c'est vraiment un appel aussi aux scientifiques de s'engager plus, ce qui peut être parfois perçu comme quelque chose de difficile, mais dont on a besoin, nous, associations, pour vraiment montrer qu'on porte la voix de la science et être mieux écoutés. Alors, très rapidement, je rebondirai sur ma réponse précédente, c'est-à-dire qu'il faut que la sphère environnementale prenne en compte maintenant l'ensemble des questions. C'est-à-dire, par exemple, quelle est la vision de la transformation des systèmes financiers par la sphère environnementale? Si la sphère environnementale n'en a pas, elle risque de ne pas être crédible parce qu'effectivement, les politiques voient bien, par exemple, que la viabilité des systèmes financiers actuellement, elle est remise en cause notamment par les questions environnementales. Et après, pour répondre d'une autre manière un peu didactique, c'est que, moi je dirais, on est dans la thèse, il y a la thèse, l'antithèse, actuellement, l'antithèse des questions environnementales, et la synthèse va arriver, donc il faut tenir. Oui, pour répondre rapidement d'abord, et puis je vais développer un petit peu après, mais à Sylvain, tu demandais ce qui manquait pour vraiment arriver à avancer. Mais c'est clairement, je pense que tout le monde sera d'accord ici pour convenir qu'il s'agit de la volonté politique. Elle doit être là avant tout, c'est elle dont le reste va découler de ça, évidemment. Or, la volonté politique, évidemment, d'agir dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre des citoyens, de défendre la nature qui appartient à tous, et de ne pas être, influencé par des intérêts qui sont des intérêts privés, qui ne correspondent pas à l'intérêt du plus grand nombre, ce pourquoi les politiques à tous les niveaux sont élus. Alors après, évidemment, on retombe sur la question qui les a élus et pourquoi ces questions liées à l'environnement ne percolent pas et ne sont pas encore davantage sur l'agenda des électeurs. Et je pense que c'est vraiment cette question-là à laquelle il faut répondre. Moi, je suis aussi tout à fait d'avis du fait que le lien entre société civile et scientifique doit vraiment être développé. C'est vraiment une partie importante de la réponse. J'ai été beaucoup à l'international, mais je trouve souvent qu'un pays comme la France ne fait pas suffisamment appel à sa communauté scientifique. C'est vraiment très, très grave. En France, pour parler de biodiversité, on fait appel à des gens qui font tout sauf des sciences, des gens qui ont ramé à travers l'Atlantique, des gens qui ont pris des photos vues de l'espace, des gens qui nagent très loin, des gens qui sont des influenceurs, qui sont apparus pendant le Covid et qui se sont intéressés à la nature, enfin à tout sauf à ceux qui connaissent vraiment les sujets, qui sont tous les jours dans la nature, qui mesurent, qui observent. Et ça me fait vraiment beaucoup de mal. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé l'IBES, pour donner une voix à la communauté scientifique internationale. Bon, ça ne suffit pas, mais c'est vraiment
un élément important de la réponse pour mettre en capacité la communauté scientifique et puis les citoyens. Mais effectivement, après, la société civile doit s'organiser. Des organisations comme la vôtre sont vraiment tout à fait importantes pour continuer à porter ces questions, pour avoir un impact sur la volonté politique. On sait très bien que la volonté politique n'émerge jamais de par elle-même. Elle est toujours suscitée par les électeurs, par les citoyens qui doivent l'exiger et le demander. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, sur la demande, en fait. Pierre-Édouard, et puis ensuite, on clorera la session. Et alors moi, je suis comme Denis, je suis optimiste évidemment. Moi, je vois quand même que dans les élus, on a des transformations qui sont assez nettes, et notamment dans les élus locaux. Je pense aux maires, aux présidents d'interco, etc. À ce niveau-là, ils nous disent tous, quand ils font des projets, ils ne peuvent plus les faire comme avant. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'intégrer plein de choses et qu'ils sont obligés de réfléchir à des projets différemment. Et je pense que c'est là-dessus où ils sont de plus en plus interpellés, mobilisés, parce que le moindre projet nécessite beaucoup de discussions, et notamment parce qu'ils sont confrontés à des perceptions, et je reviens sur le sujet des perceptions, qui sont des fois compliquées. Des questions, si vous interrogez tous les élus sur la question de l'arbre en ville, de l'arbre en général, c'est une question extrêmement compliquée. Et ça prouve bien qu'ils ont besoin d'éléments scientifiques, évidemment, et donc ça c'est notre boulot de leur donner, qu'ils ont besoin de comprendre tout ce qui va autour, et donc c'est aussi à nous de donner ces explications sur qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut trouver des solutions, etc. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont bloqués sur ce sujet. Donc je pense que ça viendra aussi de ces questions, des fois, où les perceptions se confrontent, viennent bloquer des projets, et souvent tous les élus vous disent « je suis bloqué dans mes projets », et qu'il faudra trouver ces solutions pour les dépasser. Et c'est ça qui fera, je pense, évoluer et améliorer la place de la biodiversité dans les échanges. Sur la science, moi, je redis, le modèle qui est de l'IBES, où il y a un cadrage par des parties prenantes, là c'est les États, un travail scientifique et une reprise, et c'est cette reprise qui est extrêmement intéressante. Moi, je me souviens au moment des conventions, quand on était tous alignés dans la salle et qu'on disait, on écrivait, etc., puis que les scientifiques disaient non, c'est pas ça qu'on a voulu dire, c'est ça qu'on a voulu dire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à chacun, et moi je voudrais qu'on développe plus ces techniques-là, ça permet de s'approprier ces rapports, parce qu'une fois que vous l'avez lu, vous dites, bon, c'est très bien, c'est très intéressant, etc. Mais quand vous l'avez écrit, entre guillemets, quand vous l'êtes approprié, vous avez passé du temps à discuter les mots parce que ça vous a fait réfléchir, etc. C'est aussi, je pense, une bonne façon qu'on n'a pas assez développée dans notre système d'expertise français pour impliquer les gens et développer une appropriation. Je pense que je connais assez bien le rapport pollinisateur pour avoir passé des heures dessus. Et ça m'a beaucoup plus marqué finalement que d'autres rapports où on n'était pas participatif. Et je pense que c'est ce lien-là à la science qui me paraît important à travailler. Merci beaucoup à tous les trois. On peut les applaudir et les organiser.